Un, deux, à deux. Ok. Bonjour à toutes et tous. On a eu quelques petits soucis. Donc non seulement bonjour, on a eu des soucis, il y avait du retard et on me demande de faire vite. Ce qui ne me dérange pas parce que je vous avoue, avant votre intervention, monsieur, je me demandais vraiment ce que je venais faire là. Parce qu'en deux mots, je suis avocat spécialisé en agroalimentaire. Donc un salon made, c'est cohérent. Mais pour parler du bien-être animal, alors qu'on est en plein food tech, j'étais un petit peu gênée. Donc je ne savais pas trop le lien. Donc merci pour les poules. Et j'ai vu qu'en fin de journée, c'était le thème finirons-nous tous véganes ou quelque chose comme ça. Donc vu ma présentation, ça fait un lien. Donc soyez très très indulgents. Je vais aller très vite. C'est assez boring. Donc voilà. Puis surtout, vous ne posez pas de questions, on n'a pas le temps. Alors rapidement. Donc le bien-être animal, on ne rit pas. Je suis sérieuse. On ne rit pas. On va aller très très vite. J'ai essayé de diviser ça de manière à peu près cohérente, donc vous m'arrêtez si ce n'est pas cohérent. J'ai cherché la problématique du bien-être animal et je me suis dit, si, je suis là. Marche pas bien le micro, hein, si? Là, ça va mieux? Donc, j'ai cherché la raison de ma présence et je pense qu'il y a une problématique d'actualité. Parce qu'au départ, le bien-être animal est vraiment quelque chose qui est tout à fait agricole. Moi, je ne m'entends pas. Hein. Vous m'entendez? Ouais. Bon. C'est vraiment une problématique qui est tout à fait agricole, inscrite dans la politique agricole commune et qui donnait la possibilité... Là, c'est bon? Ouais, d'accord, super. Non, mais j'aime bien vraiment, j'écoute toujours la musique à fond, donc quand je m'entends pas, je suis un peu... Ouais. Dans la politique agricole commune qui donnait la possibilité donc aux États membres d'axer leurs priorités, notamment sur l'organisation de la chaîne alimentaire, mais le bien-être des animaux, gestion des risques, etc. Mais on n'aurait jamais eu une problématique de cette nature dans un salon dédié à l'agroalimentaire il y a encore quelques années, sauf à ce que l'actualité, l'alimentation s'en mêle. Alors de manière tout à fait anecdotique, il y a des premiers liens qu'on peut faire aujourd'hui entre le bien-être animal et votre alimentation, c'est-à-dire des salons et des stands qui se trouvent ici. C'est notamment la qualité de la viande, la répercussion du stress de l'animal avant l'abattage sur la qualité de la viande. Donc au passage, vous saurez que la couleur sombre, le pH élevé, la mauvaise conservation, la mauvaise rétention d'eau et le durcissement à la cuisson est dû au stress de la viande avant l'abattage. Et la première conséquence ou issue logique, c'est que certaines sociétés ont pensé à des camions, des trucks mobiles pour venir abattre les animaux sur place pour leur éviter notamment le stress du transport et toutes ces conséquences qui sont mauvaises pour notre alimentation et les qualités organoleptiques. Mais surtout, nous avons beaucoup d'actualités sur le bien-être animal. J'ai pris des exemples, comme on dit en belge, plic-ploc. Alors, vous avez le débat sur l'abattage rituel, on en parle beaucoup, toute la problématique halal. Donc, vous devez savoir qu'en France, la liberté fondamentale du culte fait que nous avons une exception inscrite dans le code rural à l'obligation d'étourdissement. Dans les autres pays européens, c'est plutôt variable, avec une stricte interdiction, notamment en Suisse, Danemark et Norvège. Autre actualité, et non des moindres, qu'on lit même dans Elle Déco et Elle Cuisine, c'est les dénonciations chocs des conditions d'abattage dans certains élevages. Vous avez dû entendre parler des visons, des abattoirs de moutons, des foie gras, etc. C'est presque l'heure de passer à table et je n'ai pas le temps, donc on passera les détails. Ce que j'ai trouvé particulièrement amusant et très récent, puisqu'elle rentre en vigueur au 1er mars prochain, donc c'était en fait non, c'était à 3 semaines, c'est le homard. J'avais complètement oublié qu'on appelait ça des décapodes marcheurs, c'est quand même très important quand vous achetez un plateau de fruits de mer. N'oubliez jamais le terme technique, je pense que ça fait mieux de demander des décapodes marcheurs. Donc on ne peut plus les ébouillanter vivants. C'est quand même une information très importante. Il faudra peut-être songer au recyclage, enfin une petite maison de retraite pour les décapodes marcheurs. Il y a un bis à faire, il y a un bis à faire. Donc les Suisses sont très protecteurs du décapode marcheur, sachez-le. Et comme il y a en général un phénomène de contagion, nous risquons bientôt d'avoir une interdiction de vous faire bouillir le homard vivant. L'actualité est aussi en France. On passe aux œufs, puisque les œufs coquilles seront issus d'élevage de plein air et non plus d'élevage en cage. Ça, c'est une exception tout à fait française. Et nous pouvons remercier notre ministre de l'Agriculture. Alors tout ça, c'est bien beau, mais quelle est la législation applicable? Parce que c'est de l'actualité, ce sont des petits points par-ci, par-là. On entend beaucoup parler donc, de ce bien-être animal. Il y a un vrai cadre réglementaire qui existe. Et pour commencer en bonne juriste, de manière bien rigide, il nous faut une définition. Donc j'ai cherché la définition. Le bien-être animal, c'est la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l'entourent. C'est assez logique, assez carré. Ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé animale qui nous le dit depuis 2005. Et j'essaye de le dire sans rire, pourtant Dieu sait que j'aime les animaux et en particulier les chiens, mais les 5 principes directeurs
sont l'absence de faim, de soif, de malnutrition, l'absence de peur et de détresse, l'absence de stress physique et thermique, l'absence de douleur, de lésions et de maladies, et la possibilité pour l'animal d'exprimer des comportements normaux de son espèce. Alors, je dis de dire tout ça sans rire, parce qu'on est quand même dans une période aussi de maltraitance de l'humain, et il va falloir un petit peu graduer tout ça, mais bon, je suis là pour parler du bien-être de l'animal, donc j'en parle. Alors, le bien-être de l'animal est considéré comme satisfaisant si les critères suivants sont réunis. Bon état de santé, confort suffisant, enfin, je pense que vous allez tous lire cette énumération. Alors, c'est un concept qui est scientifique, biologique, j'allais presque dire, on est aux confins de la philosophie, parce que ça devient très subtil, très subjectif. Comme on imagine bien, c'est très difficile d'interroger l'animal pour lui demander de ticker les cases et de répondre en son âme et conscience si il est vraiment bien ou mal traité. En termes purement juridiques, la traduction de ce bien-être animal a nettement évolué dans le temps. Je vous ai mis avec des petites couleurs et des flèches pour voir d'où on vient et où on va, le principe très, très chinois ou américain. Donc en 1974, vous avez une protection des animaux dans les abattoirs, un minimum, mais bon, c'était vraiment un cadre juridique très light. Puis des conventions, puis des protections dans le transport, mais des choses, encore une fois, qui étaient très, très sommaires. Donc un encadrement hyper basique et sans cette considération quasi, je disais tout à l'heure, philosophique de la prise en compte du bien-être animal. Et en 2017, on a carrément une plateforme européenne sur le bien-être animal, avec des échanges de discussions, des boîtes aux lettres, des boîtes à idées, des grandes, des grandes déclarations d'intention, etc. Donc on est aujourd'hui vraiment dans une phase de protection, je dirais absolue, en tout cas idéale, optimale, des animaux, quels qu'ils soient. Je passe très vite là-dessus. Sachez, si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher. Donc l'élevage, vous avez une directive concernant la protection des animaux qui date de 98. Garantir le bien-être des animaux, assurer que ces animaux ne subissent aucune douleur, souffrance ou dommage inutile. OK. Les poules pondeuses, monsieur, les poules pondeuses, c'est pour vous. Donc ça, c'est élevage applicable aux élevages de plus de 350 poules. Vous êtes dedans. Là, c'est vraiment, vous la connaissez, cette directive. Par cœur. Les poulets aussi, il faut faire très attention aux poulets. Ça, c'est bien parce que s'ils stressent, la chair n'est pas bonne, etc. Donc, on a des normes relatives aux poulaillers. On a une grande réglementation de 2007 sur les poulets. Les veaux, idem. Bon, ça, c'est assez classique. C'est surtout les contacts entre les animaux, etc. Celui que j'aime bien, c'est la castration des porcs. L'objectif final, c'est l'abandon définitif. Donc, nous ne castrerons plus les porcs. Et on hésite depuis 2012 entre l'analgésie prolongée ou l'anesthésie. Mais on interroge les porcs actuellement. Non ? Si, je vous assure. Au niveau du transport, ça c'est pas mal aussi, parce que je voyage rarement en éco, mais quand ça m'arrive, je me demande si les animaux voyagent pas mieux que moi. Alors, il s'agit de limiter la durée du voyage, de rapporter une réponse adéquate à leurs besoins durant le voyage. Il faut quand même vérifier leur aptitude à entreprendre le voyage prévu, donc un genre questionnaire, quoi, un QCM. Alors, au niveau de votre expérience de voyage, Madame le Port, pourriez-vous me dire si l'utilisation de moyens de transport et d'équipements conçus, construits, entretenus de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux et à assurer leur sécurité. Inspection préalable et agrément, bien évidemment. Contrôle des conditions de bien-être animal pendant le transport. Surface au sol et hauteur suffisante prévue pour les animaux. Donc je répète encore une fois, en éco, ce n'est pas toujours le cas. Faut quand même, on est quand même un peu bon. Et eau, nourriture et période de repos à intervalles réguliers, c'est pareil, en éco, on n'a pas ça. Donc je trouve que je vais utiliser dorénavant le règlement de 2005 quand je voyage. L'abattage, j'en ai parlé rapidement en termes d'actualité, mais le principe, c'est qu'il faut éviter toute douleur, détresse ou souffrance inévitable au moment de la mise à mort. Donc l'abattage rituel pose évidemment un problème majeur. Juste petite mention rapide sur la production biologique, qui va encore élever les standards du bien-être animal, puisqu'il va falloir, outre tous ces textes et ces réglementations européennes, il faudra respecter des exigences concernant l'alimentation, évidemment bio, puisque ce que l'animal mange, nous on le mange au final, donc il faut que toute la chaîne alimentaire reste bio, et des conditions relatives à l'élevage. Alors, quelles sont les perspectives d'évolution ? Alors, pour les animaux, elles sont top. Nous avons une stratégie européenne 2015-2020. Que dit cette stratégie européenne ? C'est ces fameux trucs pas coupable, pas coupable mais pas responsable, responsable mais pas coupable. Là, c'est clair, c'est niais, on est tous responsables. C'est pour du bien-être des animaux. Et depuis le 6 juin 2017, ce qui ne fait même pas un an, lancement de la plateforme de l'Union européenne sur le bien-être animal, une foire aux questions sur la politique de l'Union en matière de bien-être animal, qui entraînera, enfin normalement, l'objectif et l'ambition, c'est une meilleure application des règles de l'Union européenne en matière de bien-être animal, un partage d'informations, une mise en œuvre des bonnes pratiques, une participation directe des parties prenantes, etc., etc. Beaucoup de formulations d'exécution d'engagement par les entreprises, d'engagement volontaire. Vous y êtes tous plus ou moins contraints, étant donné l'éclairage médiatique
et la pression de l'information, la moindre chose étant relayée, j'allais dire déformée, amplifiée. Cette participation entre guillemets volontaire c'est du volontariat forcé. Mais on va évidemment vers une très très forte amélioration du bien-être animal. Et l'Union européenne voulant accompagner cet engagement volontaire, elle va promouvoir des normes encore beaucoup plus élevées à l'échelle européenne bien sûr, mais à l'échelle mondiale. Juste pour votre information, mais là on passe sur le statut d'animal de manière générale. On riait beaucoup, en tout cas moi je riais beaucoup de savoir qu'aux États-Unis on pouvait faire hériter, enfin léguer ses biens à son chien et des trucs comme ça. Nous on est quand même pas trop loin là, on est même presque proche. C'est tout à fait récent aussi, c'est une loi de 2015. J'ai mis simplement pour comparaison donc les autres pays, la définition et l'approche de l'animal. En Allemagne, les animaux ne sont pas des choses. Ça, c'est très allemand, c'est carré. On ne dit pas non plus que c'est... Mais ce ne sont pas des choses. En Grèce, alors là, un animal est tout organisme qui a la capacité d'éprouver des émotions, qui vit sur Terre, dans les airs ou dans la mer, ou dans tout autre écosystème aquatique ou humide. Dans la série, je fais compliqué. Pourquoi ? Pour ne pas faire simple, vous avez la Grèce. L'Angleterre, c'est un vertébré autre que l'homme. Là, ça exclut quand même pas mal de trucs, sauf sa forme fœtale, larvaire ou embryonnaire. Il faut avoir fait Agratech, quoi. Irlande, tout membre du règne animalé, autre qu'un être humain. Enfin bon, bref, j'ai mis tout ça un peu pour vous faire rire parce que j'avais tellement peur que vous endormiez. Le délit de maltraitance animale, alors ça coûte très très cher. Enfin, ça va coûter très très cher depuis mon anniversaire de 2018. Les États généraux de l'alimentation, M. Macron, qui érige en délit le fait pour les personnes qui exploitent des établissements de transport d'animaux vivants ou des abattoirs d'exercer ou laisser exercer des mauvais traitements vers les animaux. Ce sera renforcer la sévérité des sanctions en les portant à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Tout ça, je le dis avec beaucoup de légèreté, encore une fois, mais on vit quand même, on est à un carrefour de quelque chose d'important, parce qu'on en était, encore une fois, on a suivi d'un domaine tout à fait agricole, qui concernait les agriculteurs, l'amont de la chaîne alimentaire, on était vraiment tout au début, on était à la fourche et étable, et là, ça devient un sujet de société, avec des peines d'emprisonnement, une information, un éclairage médiatique qui est extrêmement fort, donc on ne rigole plus avec le bien-être animal. On en rigole d'autant moins qu'en termes d'étiquetage, on est dans l'idée d'un commerce équitable du bien-être animal. Ça existe déjà, notamment UK, Allemagne, France, Pays-Bas. Vous avez les premiers logos. Bon, on le connaît, le logo label rouge, mais on n'en connaît même pas j'aimerais bien vous interroger. On n'en connaît pas trop le sens. Mais en tout cas, sachez que d'autres pays sont plus avancés. Alors quand je dis plus avancés, ils sont plus avancés dans les référentiels. Encore faut-il savoir si vous les percevez comme tels. En tout cas, c'est une démarche qui vraiment a beaucoup d'avenir parce que tous les intervenants estiment qu'elle a du sens. C'est-à-dire de vous orienter, vous les consommateurs et donc vous les entrepreneurs, à n'acheter que des produits issus d'une alimentation alors à la fois durable, de commerce équitable, mais qui respecte le bien-être animal. Le champ se restreint, on va vraiment être dans du méga qualitatif, du méga organoleptique et du méga respectueux de tout ce qui existe sur cette belle terre. Alors, l'approche européenne, à mon sens, et encore une considération d'avocat, est plutôt limitée. Quand il n'y a pas d'harmonisation, vous pouvez superposer, coller des logos dans tous les sens, ça ne donnera rien. C'est comme les produits de l'année, le truc machin, ou avant d'avoir certains logos sur les allégations santé, vous vous souviendrez qu'il y avait tous les produits étaient light à un moment. On a du light, du surlight, de l'hyperlight, du méga light. Il n'y avait plus rien qui était normal, tout était pseudo-light. Pourquoi ? Il n'y avait pas de définition du light. Donc tant que ce n'est pas réglementé, on va pouvoir dire, là, les poules sont dans un élevage qui est top poule, top cote. Et à côté, vous aurez méga cote, mais ça ne voudra absolument rien dire. Donc tant qu'on n'a pas une harmonisation avec un bon référentiel, un règlement 50 pages, 12 000 annexes, etc., que je me ferai un plaisir de traduire pour vous, eh bien, tout cet étiquetage n'aura pas vraiment de sens. Je ne sais plus ce que je voulais dire à la fin. Non, j'avais l'exemple des œufs. C'était juste pour dire que ça existe et que vous commencez à le maîtriser, je pense. En tout cas, on a vraiment dans les œufs commencé à distinguer les modes d'élevage, etc. Donc vous pouvez vous imaginez la suite pour toute espèce animale confondue. Voilà en tout cas l'ambition de l'Europe sur la base de ce qu'on connaît et qu'on maîtrise à peu près aujourd'hui sur les œufs. Et je pense que j'ai fini. Ouais. Emballé, pesé. Merci. On n'a pas le temps. Pas de questions ? Une petite question ? Non, sûr ? C'est bon ?